Ta pensée peut être ta plus grande alliée ou ta pire ennemie. La différence réside dans le fait de savoir si tu l'entraînes à répondre avec clarté ou si tu laisses place à des réactions impulsives. Combien de fois as-tu dit ou fait quelque chose que tu as ensuite regretté? Combien de fois les émotions t'ont-elles dominé au point de t'amener à agir sans réfléchir? La réaction est automatique, instinctive, impulsive. La réponse, en revanche, est consciente, calme et stratégique. Les stoïciens comprenaient cela très bien. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réponds. La clé n'est pas d'éviter les problèmes ou les situations difficiles, mais d'apprendre à les gérer avec intelligence. Dans cette vidéo, tu découvriras comment entraîner ton esprit à ne plus être un simple reflet de tes émotions, mais à devenir un outil puissant de contrôle et d'équilibre. Si tu as déjà eu l'impression que les circonstances ou les personnes avaient le pouvoir de te faire perdre ton calme, reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui, tu apprendras à reprendre le contrôle et à devenir quelqu'un qui répond avec sagesse au lieu de réagir avec impulsivité. Avant de commencer, je veux que tu prennes un moment pour écrire dans les commentaires. Numéro 1. Le pouvoir de répondre au lieu de réagir. Répondre au lieu de réagir est l'une des pratiques les plus puissantes du stoïcisme. La différence entre les deux est claire, réagir est automatique, impulsif, né de l'instinct et de l'émotion du moment. Répondre, en revanche, implique de la délibération, de la réflexion et du contrôle. Les stoïciens l'enseignaient déjà il y a des siècles. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la maîtrise du monde extérieur, mais dans la maîtrise de soi. Lorsqu'une personne réagit sans réfléchir, elle permet à son état émotionnel de dicter ses actions. Imagine quelqu'un qui reçoit une critique injuste. Au lieu de répondre avec calme, il explose de colère. Cette réaction immédiate peut entraîner des conséquences négatives, disputes inutiles, regrets, voire la perte de relations ou d'opportunités. Marc Aurèle, dans ses méditations, conseillait d'examiner chaque émotion avant d'agir, en se demandant si elle mérite vraiment qu'on s'y laisse emporter. Épictète, quant à lui, enseignait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais l'interprétation que nous en faisons. La science moderne confirme cette sagesse stoïcienne. Des études ont montré que l'amygdale, la partie du cerveau responsable des réponses émotionnelles de survie, est à l'origine de nos réactions impulsives. C'est pourquoi il nous arrive si souvent de réagir sous l'effet de la colère, de la peur ou de la frustration. Cependant, la zone rationnelle du cerveau, le cortex préfrontal, a la capacité de modérer ses réactions, à condition d'être entraîné. Grâce à une pratique consciente, nous pouvons renforcer cette faculté et apprendre à répondre plutôt qu'à réagir. Une méthode efficace consiste à pratiquer la pause. Avant de répondre à une situation difficile, il est essentiel de s'arrêter un instant, de respirer profondément, de compter jusqu'à 3, voire de s'éloigner physiquement de la situation quelques minutes. Cela peut tout changer. Cette pause permet au cortex préfrontal de prendre le relais, d'évaluer la situation avec logique et perspective, au lieu de céder à l'impulsion. Sénèque recommandait toujours de prendre du temps avant de réagir à une offense, rappelant que la plupart des choses qui nous irritent sont en réalité insignifiantes et passagères. Une autre stratégie utile est la réinterprétation. Au lieu de voir un événement comme une menace ou une attaque, on peut choisir de l'interpréter de façon plus rationnelle. Par exemple, si quelqu'un nous insulte, plutôt que de le prendre comme une offense personnelle, nous pouvons y voir le reflet de son propre état émotionnel. Épictète disait, « Les opinions des autres ne nous affectent que si nous leur en donnons la permission ». Cela ne signifie pas être indifférent, mais choisir consciemment ce qui mérite notre attention et ce qui ne le mérite pas. Le résultat de cette pratique est simple, un plus grand contrôle sur soi-même, une vie plus sage et plus équilibrée. Lorsque nous cessons de réagir impulsivement, nous devenons moins vulnérables aux manipulations extérieures. Nous gagnons en clarté mentale, nous prenons de meilleures décisions et nous cultivons une attitude de sérénité face aux défis. Le stoïcien ne se laisse pas emporter par la colère ou la peur. Il observe, analyse et répond avec sagesse. Appliquer ce principe dans la vie quotidienne peut transformer notre manière d'affronter les conflits, qu'il s'agisse de désaccords au travail ou de problèmes personnels. Celui qui maîtrise l'art de répondre plutôt que de réagir possède un avantage considérable sur ceux qui sont esclaves de leurs émotions. La véritable force ne se trouve ni dans l'agressivité, ni dans la réplique immédiate, mais dans la capacité à garder son calme et à agir intelligemment. En fin de compte, la différence entre une vie dominée par les émotions et une vie guidée par la raison repose sur la pratique constante de cet enseignement stoïcien. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais d'apprendre à les gérer efficacement. C'est ainsi que nous découvrons le véritable pouvoir, celui de choisir nos réponses au lieu d'être emportés par des impulsions passagères. Numéro 2. La pause permet l'autocontrôle. Lorsque tu prends une pause avant de réagir, tu reprends le contrôle de la situation, mais surtout, tu reprends le contrôle de toi-même. Au moment où quelqu'un te dit quelque chose qui t'irrite, lorsqu'un problème inattendu surgit, ou quand une émotion intense menace de t'envahir, la pause devient ton meilleur outil.
Ce n'est ni une faiblesse ni un manque de réponse, c'est de l'intelligence. C'est empêcher les émotions de décider à ta place. Marc Aurèle l'avait bien compris, ce qui importe n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous l'interprétons et la réaction que nous choisissons. Réagir sans réfléchir nous rend vulnérables. Nous devenons esclaves de nos impulsions, colère, peur, frustration. Combien de fois as-tu dit quelque chose sous l'effet de la colère avant de le regretter? Combien de fois as-tu agi impulsivement avant de penser que tu aurais pu faire autrement? Sénèque avertissait que la colère est une brève folie, une fois que nous cédons à elle, nous perdons le contrôle. Et c'est vrai, si nous n'instaurons pas une pause, nous laissons l'émotion gouverner et nous pousser à agir sans réfléchir. La science confirme cette idée. La régulation émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à contrôler nos réponses, est liée à une plus grande stabilité mentale et à de meilleures relations humaines. Quand nous marquons une pause, nous donnons à notre esprit rationnel le temps d'intervenir. Au lieu de nous laisser dominer par l'amygdale, la partie du cerveau qui déclenche des réponses automatiques, nous permettons au cortex préfrontal de traiter la situation de manière plus logique. Avec de la pratique, la pause peut devenir une habitude qui nous protège de l'impulsivité. Le stoïcisme nous enseigne à être les maîtres de nos émotions plutôt que leurs esclaves. Épictète disait, ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'eux. Cela signifie que, dans toute situation, nous pouvons choisir comment réagir. Et la clé pour bien choisir, c'est la pause. Un instant de réflexion peut éviter des jours, des mois, voire des années de regrets. La pause peut être la différence entre un conflit inutile et une solution pacifique, entre une réaction destructrice et une réponse constructive. Comment appliquer cela au quotidien? Lorsque tu fais face à une provocation, ne réponds pas immédiatement. Respire profondément. Reconnais l'émotion que tu ressens sans lui donner le pouvoir de te contrôler. Demande-toi si la réponse que tu t'apprêtes à donner est réellement la meilleure. Marc Aurèle pratiquait cela constamment. Il se rappelait que son esprit avait le pouvoir de décider de l'interprétation à donner à chaque situation. La pause lui permettait de choisir la sérénité plutôt que l'impulsivité. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les comprendre. La pause t'offre la possibilité d'observer ce que tu ressens sans en être dominé. Avec le temps, tu deviens plus fort, plus stable, plus sage. Tu réalises que tout ne mérite pas une réaction immédiate et que, bien souvent, le silence ou la réflexion constituent la meilleure réponse. Et lorsque tu décides finalement d'agir, tu le fais avec clarté et non sous le coup de l'impulsion. Le résultat de cette pratique est une vie plus calme, avec moins de stress et de meilleures décisions. Tu n'es plus emporté par le flot de tes émotions, mais tu apprends à naviguer avec maîtrise. Les situations qui auparavant te faisaient perdre ton calme deviennent alors des occasions de démontrer ta maîtrise de toi-même. Voilà la véritable force, la capacité de préserver la paix intérieure et de choisir la sagesse face à l'agitation. Peu importe la difficulté de la situation, tu as toujours la possibilité de faire une pause, de respirer et de choisir ta réponse. Avec le temps, cette pause devient ton plus grand avantage, car tandis que les autres réagissent sans réfléchir, toi tu réponds avec sagesse. Et c'est là que réside la véritable liberté. Numéro 3. Le détachement émotionnel pour un meilleur contrôle. Les émotions surgissent comme des vagues dans l'océan de notre esprit. Elles apparaissent, disparaissent, certaines plus fortes que d'autres. Le problème n'est pas de les ressentir, mais de s'y accrocher comme si elles étaient des vérités absolues. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas être esclaves de ce que nous ressentons. Ce n'est pas la colère en elle-même qui nous fait perdre le contrôle, mais le fait de nous identifier à elle. Ce n'est pas la tristesse qui nous paralyse, mais la croyance que nous devons nous y accrocher. Lorsque nous apprenons à observer nos émotions sans nous laisser emporter, nous découvrons une clarté intérieure qui nous permet d'agir avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement. Imagine un incendie dans une maison. Si tu y entres sans réfléchir, le feu te consume. Mais si tu l'observes à distance, tu peux décider comment agir sans te mettre en danger. Ainsi fonctionnent les émotions. Nous n'avons pas besoin de les nier ni de les supprimer, simplement de les voir pour ce qu'elles sont, des réponses temporaires du corps et de l'esprit. La science moderne confirme cela. La thérapie d'acceptation et d'engagement montre que le simple fait d'observer nos pensées et nos émotions sans s'y attacher réduit considérablement la réactivité émotionnelle. Lorsque nous nous entraînons à remarquer nos émotions sans nous identifier à elles, nous gagnons en contrôle sur notre manière de répondre. Face à une émotion intense, fais une pause. Respire profondément et nomme-la à voix haute, je ressens de la colère. Je ressens de la tristesse. Je ressens de la peur. Ne dis pas « je suis en colère » ou « je suis triste », car cela signifie que tu t'identifies à l'émotion. Tu n'es pas ta colère, ni ta tristesse, ni ta peur, tu ne fais que les expérimenter. En créant un espace entre toi et l'émotion, tu affaiblis son pouvoir sur toi. Observe ce qu'elle provoque dans ton corps, ton cœur s'accélère, tes mains se crispent. Respire et permets à cette émotion d'exister sans lutter contre elle.
Comme un nuage dans le ciel, elle finira par passer. Les stoïciens pratiquaient ce détachement émotionnel à travers des exercices quotidiens. Marc Aurèle, dans ses pensées pour lui-même, écrivait pour se rappeler que les opinions des autres, les événements extérieurs, et même ses propres sentiments, échappaient à son contrôle. Épictète, lui, enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si une émotion surgit, c'est parce que nous avons interprété une situation d'une certaine manière. Si nous changeons notre interprétation, l'émotion change aussi. Il ne s'agit donc pas de réprimer ce que nous ressentons, mais de le questionner, cette émotion m'est-elle utile? Me sert-elle ou me nuit-elle? Avec la pratique, nous apprenons à laisser partir ce qui ne nous sert pas. La stabilité émotionnelle ne signifie pas ne rien ressentir, mais ne pas se laisser dominer. C'est agir avec raison, même lorsque le cœur s'agite. Lorsque nous pratiquons le détachement émotionnel, nous répondons avec intelligence au lieu de réagir avec impulsivité. Dans une discussion, au lieu de nous laisser emporter par la colère, nous écoutons et réfléchissons avant de parler. Dans une perte, au lieu de rester prisonniers de la tristesse, nous acceptons la réalité et avançons. Dans une situation stressante, au lieu de paniquer, nous respirons et faisons face avec calme. Le résultat est une vie plus paisible, avec moins de chaos intérieur. Cela ne signifie pas que tu ne connaîtras jamais la douleur, mais que la douleur ne te définira pas. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras jamais la colère, mais que la colère ne dictera pas tes actions. La véritable liberté réside dans la maîtrise de soi. Et cette maîtrise ne vient pas de la répression, mais de l'observation. La prochaine fois qu'une émotion forte tentera de s'emparer de toi, rappelle-toi, tu es l'observateur, pas l'émotion. Numéro 4. Prendre soin de ton corps comme du temple de ton âme. Ton corps est le véhicule qui te permet de vivre, de ressentir et d'agir dans ce monde. Ce n'est pas qu'un simple enveloppe, c'est le temple où réside ton âme. La manière dont tu en prends soin influence directement ta façon de vivre et d'expérimenter la réalité. Marc Aurèle l'avait bien compris lorsqu'il disait « La santé de ton âme dépend de la santé de ton corps ». Tu ne peux pas aspirer à une pensée forte et équilibrée si ton corps est faible, négligé ou épuisé. Prendre soin de lui n'est pas un acte de vanité, mais un acte de respect envers toi-même et envers la vie qui t'a été donnée. Le stoïcisme nous enseigne que tout doit être traité avec sagesse et modération. Avec modération et discipline, le soin du corps doit aussi être intégré à la pratique stoïcienne. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection corporelle, mais de maintenir son corps dans des conditions optimales afin qu'il ne devienne pas un obstacle sur ton chemin, mais plutôt un outil qui te renforce. Si ton corps est fort, ton esprit sera plus clair. Si ton corps est équilibré, tu auras plus d'énergie pour affronter n'importe quel défi. La science moderne confirme ce que les stoïciens savaient déjà il y a des millénaires. Des recherches, comme celle de Kikol Glessé, ont démontré que la santé physique et la santé mentale sont profondément liées. Un corps en mouvement libère des endorphines, réduit l'anxiété et améliore la concentration. Quand tu fais de l'exercice, tu ne renforces pas seulement tes muscles, tu développes aussi ta résistance mentale. Quand tu manges sainement, tu ne nourris pas uniquement ton corps, mais tu équilibres aussi ton état émotionnel. Quand tu te reposes suffisamment, tu ne récupères pas seulement de l'énergie, tu prépares aussi ton esprit à répondre avec clarté aux défis de la vie. Sénèque mettait en garde contre les excès, et la négligence du corps est l'une des formes d'excès les plus fréquentes. Excès de confort, excès d'inactivité, excès d'indulgence dans des habitudes qui nous nuisent. La discipline dans le soin du corps est aussi une discipline de l'esprit. Il ne s'agit pas de s'obséder par l'exercice ou par une alimentation parfaite, mais de maintenir un équilibre, manger avec modération, bouger régulièrement, dormir consciemment. Ce sont là les clés d'un corps qui fonctionne comme il doit, qui ne fait pas obstacle à ton but, mais qui le soutient. Chaque jour, tu as l'opportunité de renforcer ton corps et de cultiver une meilleure relation avec lui. C'est une décision qui influence directement ton esprit. Si tu passes toute la journée sans bouger, sans prêter attention à ce que tu consommes, sans accorder à ton corps un repos adéquat, tu ne peux pas espérer ressentir clarté mentale, énergie ou stabilité émotionnelle. L'esprit et le corps ne font qu'un, et tu dois entraîner les deux avec le même engagement. L'activité physique n'est pas seulement une question esthétique, c'est un entraînement à la résilience. Un corps fort est un corps prêt pour les défis de la vie. Tu n'as pas besoin de soulever des poids pendant des heures ni de courir des marathons. Il suffit de rester actif, de bouger, de renforcer ton endurance. Si chaque jour tu défies ton corps avec un peu d'effort physique, tu entraînes aussi ta capacité à surmonter les obstacles. Le stoïcisme nous enseigne que l'effort est une vertu, et renforcer son corps est une manière de cultiver cette vertu. Bien dormir est un autre pilier fondamental. Marc Aurèle soulignait l'importance de se réveiller avec énergie et détermination. Mais cela n'est possible que si tu as permis à ton corps et à ton esprit de se reposer suffisamment. Un bon sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Si tu prives ton corps de sommeil, tu prives ton esprit de clarté.
L'alimentation est un autre point essentiel. Manger n'est pas seulement un plaisir, c'est un acte d'entretien du corps. Sénèque disait que le sage mange pour vivre, et ne vit pas pour manger. Ce que tu consommes détermine en grande partie ton énergie, ton humeur et ta capacité à gérer le stress. Manger avec modération, choisir des aliments qui nourrissent réellement plutôt que de simplement satisfaire des envies passagères, est une façon de pratiquer l'autodiscipline et de montrer du respect envers ton propre bien-être. Prendre soin de son corps n'est pas un acte superficiel, mais une manifestation de ton engagement envers la vie. Un corps en bonne santé te permet d'agir avec plus de force, de détermination. Ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour atteindre un esprit plus clair et plus serein. Ton corps est ton temple, le maintenir fort, équilibré et en harmonie, c'est honorer la vie qui t'a été donnée. Numéro 5. Fais des choses qui te rendent heureux et positif. Le bonheur n'est pas une destination, c'est le résultat de ce que tu choisis de faire chaque jour. Tu ne peux pas espérer te sentir positif si tu remplis tes journées d'activités qui t'épuisent, te frustrent ou te laissent vide. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à résister à la souffrance, mais aussi à trouver un équilibre entre la vertu et la joie de vivre. Le bonheur n'est pas une destination, mais une manière de vivre. Marc Aurèle disait, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Mais tes pensées sont influencées par ce que tu fais, par la façon dont tu vis, par les petites actions que tu choisis d'accomplir chaque jour. Il ne s'agit pas de courir désespérément après le bonheur, mais de poser des gestes qui l'encouragent naturellement. Les stoïciens comprenaient que la véritable satisfaction ne vient pas de plaisirs éphémères, mais d'actions qui nourrissent l'âme, lire un bon livre, marcher sans hâte, avoir une conversation profonde, développer une compétence, ou simplement consacrer du temps à quelque chose que tu aimes. Ces petites choses construisent une vie plus riche, sans nécessité de luxe ni de récompense extérieure. La science moderne confirme cette idée. Une étude menée en 2009 par Pressman et ses collègues a démontré que les personnes qui consacrent du temps à des activités plaisantes présentent un niveau de stress plus bas et un plus grand sentiment de bien-être. Faire quelque chose que tu aimes n'est donc pas une perte de temps, mais un investissement dans ta santé mentale. Pourtant, beaucoup de gens négligent cela, croyant que le fait d'être toujours occupé équivaut à être productif. Mais à quoi bon être occupé si tu ne prends jamais le temps de savourer ce que tu fais? Sénèque parlait de l'importance du loisir bien utilisé. Il ne s'agit pas de gaspiller son temps dans des distractions vides, mais de trouver du plaisir dans des activités qui nourrissent véritablement ton être. Demande-toi, combien de temps consacres-tu à des choses qui te font réellement du bien? Ou passes-tu tes journées à répondre aux exigences du monde sans t'accorder ces instants? Les stoïciens nous enseignent que nous devons être maîtres de notre temps et choisir consciemment comment nous l'utilisons. Faire des choses qui te rendent heureux n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Si tu ne balances pas l'effort avec des moments de plaisir, la vie devient un fardeau. La clé réside dans la modération, trouver des activités qui t'élèvent sans en devenir dépendant. Le bonheur n'est pas dans les extrêmes, mais dans l'équilibre. Découvre ce qui te fait sentir vivant. Écrire, jouer d'un instrument, faire du sport, cuisiner, apprendre quelque chose de nouveau. Peu importe ce que c'est, l'essentiel est de le faire avec intention et de lui donner une place dans ta vie. N'attends pas d'avoir du temps libre pour faire ce que tu aimes, crée-le. Si tu peux consacrer des heures au travail, aux soucis ou aux réseaux sociaux, tu peux aussi réserver quelques minutes à une activité qui t'apporte du bien-être. Les personnes équilibrées ne sont pas celles qui évitent les difficultés, mais celles qui savent trouver du plaisir au cœur même de celles-ci. La vie sera toujours remplie de défis, de problèmes et de moments difficiles. Mais si tu cultives le bonheur au quotidien, si tu remplis tes journées de petites choses qui t'apportent de la joie, tu affronteras ces épreuves avec une attitude plus forte et plus positive. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer toute douleur de l'existence, mais ils savaient que vivre avec gratitude et joie faisait partie de l'art de vivre. Marc Aurèle trouvait satisfaction dans la simplicité de la nature, Épictète dans la discipline de l'enseignement, et Sénèque dans l'apprentissage constant. Toi aussi, tu peux trouver du plaisir dans ce qui est simple et authentique, dans ce qui nourrit véritablement ton esprit. Tu n'as pas besoin d'une raison extérieure pour être heureux, il suffit de choisir des actions qui enrichissent ton être. Au fond, ce que tu fais chaque jour détermine la manière dont tu te sens. Si tu remplis ton temps d'activité qui t'épuise, la vie semblera lourde. Mais si tu choisis de faire des choses qui t'apportent énergie et satisfaction, tu transformeras progressivement ta vision du monde. N'attends pas que le bonheur vienne à toi, construis-le à travers tes actions quotidiennes. Numéro 6. Reprogramme ton esprit pour des réponses délibérées. Ton esprit est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, il réagira de façon automatique, impulsive et réactive face à toute situation. Mais si tu apprends à observer tes pensées, à faire une pause avant d'agir, tu commences à reprendre le contrôle. Épictète l'exprimait clairement, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances, mais nous pouvons choisir la manière d'y répondre. La différence entre une personne qui se laisse dominer par ses émotions et une autre qui agit avec sagesse réside dans la capacité à s'arrêter,
réfléchir et choisir la meilleure réponse plutôt que de réagir par instinct. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent en pilote automatique. Un commentaire négatif, et ils réagissent avec colère. Un obstacle, et ils se frustrent immédiatement. Un retard, et ils sombrent dans l'anxiété. Ils ne se rendent pas compte que ces réactions ne sont pas inévitables. Ce sont des habitudes mentales répétées tellement de fois qu'elles s'exécutent sans réflexion. Mais voici la clé, toute habitude peut être reprogrammée. Ton esprit n'est pas figé, il a la capacité de changer, de s'adapter et d'apprendre de nouveaux schémas de réponse. La neuroscience l'a démontré à travers le concept de neuroplasticité. Comme l'explique Norman Doidge, la répétition de nouveaux comportements crée de nouvelles connexions neuronales capables de remplacer les anciens réflexes. Cela signifie que si, à chaque fois que tu fais face à un problème, tu choisis de marquer une pause au lieu de réagir immédiatement, avec le temps, cette pause devient ta nouvelle réaction naturelle. Si, à chaque fois que tu ressens de la colère, tu décides d'analyser avant d'agir, ton cerveau apprend à traiter l'émotion plutôt que de se laisser entraîner par elle. Les stoïciens avaient déjà compris cela il y a des siècles. Marc Aurèle pratiquait l'auto-observation constante. Chaque jour, il écrivait dans son journal pour réfléchir à ses pensées et à ses actions. Il ne s'agissait pas de réprimer ses émotions, mais de s'entraîner pour que son esprit ne devienne pas leur esclave. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler ton interprétation des événements. Et si tu peux contrôler ton interprétation, tu peux contrôler ta réponse. Pour commencer ce processus, tu dois pratiquer la pause consciente. Quand quelque chose t'irrite, avant de réagir, respire. Arrête-toi un instant et demande-toi, que gagnerais-je à répondre sous l'effet de l'émotion? Est-ce vraiment un problème ou seulement ma perception de lui? La plupart du temps, tu te rendras compte qu'il ne vaut pas la peine de réagir immédiatement. Cette petite pause est le premier pas pour reprogrammer ton esprit. Un autre outil puissant est l'auto-observation. Consacre quelques minutes, à la fin de la journée, pour analyser comment tu as réagi aux situations. Y a-t-il eu des moments où tu as agi impulsivement? Comment aurais-tu pu répondre autrement? Cette pratique, bien que simple, a un impact immense. Avec le temps, tu commences à remarquer tes schémas réactifs avant qu'ils n'apparaissent, et tu peux les transformer sur l'instant. La méditation est également une clé essentielle. Tu n'as pas besoin de rester assis des heures dans le silence. Quelques minutes par jour à observer ta respiration et tes pensées, sans les juger, suffisent. Cet exercice renforce ta capacité à prendre du recul par rapport à tes émotions et à choisir ta réponse. Épictète disait, si quelqu'un t'irrite, comprends que ce n'est pas la personne ni la situation qui te dérange, mais ton jugement à son sujet. La méditation t'aide justement à voir cela avec clarté. La véritable force ne réside pas dans le fait de réagir vite, mais dans la capacité de répondre intelligemment. Un stoïcien n'est pas quelqu'un qui ne ressent pas d'émotion, mais quelqu'un qui refuse d'en devenir l'esclave. Avec de la pratique, tu peux devenir une personne qui réagit avec calme face à l'adversité, qui choisit ses mots avec sagesse et qui affronte les défis avec un esprit clair. Si tu commences à appliquer ces principes, tu remarqueras un changement dans ta vie. Les choses qui auparavant t'agaçaient n'auront plus le même pouvoir sur toi. Tu te sentiras plus maître de toi-même, plus serein, plus concentré. Car la vraie liberté ne réside pas dans le changement des événements, mais dans la manière dont tu choisis d'y répondre. Et cette liberté, tu ne l'obtiens qu'en reprogrammant ton esprit, en l'entraînant jour après jour jusqu'à ce que la réponse délibérée devienne ta seconde nature. Numéro 7. Accorde-toi une pause si nécessaire. Tu n'es pas une machine. Tu n'es pas conçu pour fonctionner sans repos, sans pause, sans respiration, quand les choses deviennent trop intenses. Marc Aurèle disait, accorde-toi un moment de calme, et tu retrouveras le contrôle de toi-même. Il ne s'agit pas de renoncer, ni de fuir les problèmes, mais de comprendre que parfois, la meilleure réponse est de s'arrêter, de respirer et de revenir avec un esprit plus clair. Les émotions peuvent être comme un feu. Quand quelque chose t'énerve, te frustre ou t'accable, réagir immédiatement revient à jeter encore plus de bois sur les flammes. Mais si tu apprends à prendre du recul, à respirer avant d'agir, tu laisses au feu le temps de s'éteindre. C'est dans la pause que tu trouves la clarté, que tu peux décider si la réaction que tu étais sur le point d'avoir vaut vraiment la peine ou si ce n'était qu'un simple élan passager. La science confirme ce que les stoïciens savaient depuis des siècles. Des études, comme celle de Baumeister, ont montré que lorsque nous prenons le temps de nous calmer avant d'agir, nous réduisons l'impulsivité et améliorons notre capacité à prendre de meilleures décisions. Ce n'est pas une faiblesse de s'arrêter, c'est une stratégie. C'est s'assurer que tes actions soient le fruit de la raison et non d'une émotion passagère que tu pourrais regretter plus tard. Épictète nous a appris que ce n'est pas la situation qui nous perturbe, mais l'interprétation que nous en faisons. Mais quand les émotions atteignent leur apogée, notre interprétation se déforme. Nous voyons des attaques là où il n'y en a pas, nous transformons de petits problèmes en montagnes et nous réagissons sans réfléchir aux conséquences. C'est précisément à ce moment qu'une pause devient nécessaire.
Non pas pour éviter la vie, mais pour la voir avec plus d'objectivité. Quand tu sens que les émotions vont t'envahir, éloigne-toi un instant. Sors marcher, respire profondément. Change d'environnement, ne serait-ce que pour quelques minutes. Tu n'as pas besoin de tout résoudre immédiatement. Certaines situations paraissent très différentes quand on leur donne du temps. Certaines réponses qui semblaient urgentes ne paraissent plus aussi nécessaires après une respiration. Le repos n'est pas seulement physique, il est aussi mental. Nous nous surchargeons de pensées, de soucis, d'un poids émotionnel qui nous empêche de voir les choses avec clarté. La solution n'est pas toujours de fournir plus d'efforts, mais parfois de faire une pause. Même les guerriers les plus disciplinés savent qu'ils ne peuvent pas combattre sans repos. Un soldat qui ne dort pas, qui ne reprend pas ses forces, qui ne prend pas le temps de souffler avant la prochaine bataille devient inefficace. Il en va de même pour toi, lorsque tu refuses de t'arrêter. La tranquillité est un art que nous devons cultiver, et une partie de cet art consiste à savoir quand se retirer pour revenir plus fort. Le repos n'est pas un échec, c'est un outil. Si, chaque fois que tu te sens submergé, tu apprends à t'accorder un espace, à te calmer avant de réagir, tu deviens plus conscient, plus sage, moins esclave de tes émotions. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Parfois, la meilleure façon d'affronter un problème est de s'en éloigner suffisamment pour le voir plus clairement. La prochaine fois que tu sentiras le stress, la colère ou la frustration prendre le dessus, souviens-toi de ceci, arrête-toi. Respire. Prends le temps qu'il te faut. Puis reviens avec un esprit plus clair et la bonne réponse. Car les meilleures décisions ne se prennent ni dans la précipitation, ni dans la colère, mais dans la sérénité de celui qui sait quand agir et quand attendre. Numéro 8. Ne pas supprimer les émotions, mais les canaliser. Les émotions ne sont pas l'ennemi. Il ne s'agit pas de les réprimer ni de faire semblant qu'elles n'existent pas. Un véritable stoïcien n'est pas quelqu'un qui ne ressent rien, mais quelqu'un qui comprend ce qu'il ressent et qui dirige ses émotions avec sagesse. Marc Aurèle l'exprimait clairement, ne permets pas que ton esprit devienne l'esclave de ton cœur. Ne permets pas que ton esprit devienne l'esclave de ton corps, ni que tes émotions dominent ta raison. Il ne s'agit pas d'éteindre ce que tu ressens, mais de l'utiliser à ton avantage. La plupart des gens croient que la force consiste à ignorer les émotions. Mais en réalité, cela ne fait que les rendre plus destructrices. Ce que tu ignores ne disparaît pas, cela s'accumule. La colère refoulée se transforme en ressentiment. La peur ignorée se transforme en anxiété. La tristesse réprimée devient un poids intérieur. La clé n'est donc pas de supprimer, mais de canaliser. Ressentir est inévitable, mais ce que tu fais de tes émotions est ce qui définit qui tu es. La science a confirmé ce que les stoïciens savaient déjà depuis des siècles. Daniel Goleman, dans ses recherches sur l'intelligence émotionnelle, a démontré que les personnes capables de reconnaître et de gérer leurs émotions réussissent mieux dans la vie. Non pas parce qu'elles ne ressentent ni peur, ni colère, ni frustration, mais parce qu'elles savent quoi faire de ces émotions. Elles transforment la colère en motivation, la peur en préparation, la tristesse en réflexion. Elles ne laissent pas les émotions les contrôler, mais elles ne les ignorent pas non plus. Épictète enseignait que la seule façon d'être libre est de contrôler nos réactions face à ce que nous ressentons. Si, chaque fois que tu es en colère, tu agis sans réfléchir, tu n'es pas libre, tu es l'esclave de ta colère. Si, chaque fois que tu as peur, tu te paralyses, tu n'as aucun contrôle sur toi-même. Mais si tu apprends à observer tes émotions, à comprendre d'où elles viennent et à les utiliser de manière constructive, alors tu deviens le maître de ton esprit. Pour y parvenir, tu dois d'abord apprendre à connaître tes propres émotions. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne comprends même pas. Une des meilleures façons d'y parvenir est l'écriture réflexive. À la fin de la journée, prends quelques minutes pour écrire ce que tu as ressenti. Y a-t-il eu des moments où tu as réagi impulsivement? Quelles émotions ont dominé ta journée? Y a-t-il quelque chose qui t'a perturbé sans que tu comprennes pourquoi? En écrivant, tu commences à remarquer des schémas, à identifier quelles situations t'affectent le plus et comment tu pourrais mieux réagir à l'avenir. Cet exercice ne t'apporte pas seulement de la clarté, il te permet aussi de libérer tes émotions au lieu de les accumuler. Plutôt que d'exploser au pire moment, tu les traites de manière consciente. Sénèque soulignait l'importance de l'introspection, revoir chaque jour nos actions et nos émotions pour s'améliorer continuellement. L'écriture est une méthode puissante pour y parvenir. Canaliser les émotions signifie aussi leur donner une issue productive. La colère, par exemple, peut être transformée en énergie pour progresser, pour travailler sur ce que tu veux changer dans ta vie. La peur peut devenir un rappel que tu dois mieux te préparer. La tristesse, elle, peut être l'occasion de réfléchir et de trouver un nouveau but. Chaque émotion porte un message. Si tu apprends à les écouter au lieu de les supprimer, tu peux les utiliser pour grandir. Le stoïcisme ne cherche pas à te transformer en une pierre insensible, mais à t'entraîner pour que les émotions ne te dominent pas. Tu ne peux pas éviter de ressentir, mais tu peux éviter d'être victime de ce que tu ressens.
Chaque fois qu'une émotion intense surgit, au lieu de réagir sans réfléchir, arrête-toi et observe-la. Demande-toi, que cherche-t-elle à me dire? Comment puis-je utiliser cela de manière constructive? Si tu appliques ce principe, tu commenceras à remarquer un changement dans ta vie. Tu deviendras plus conscient de ce que tu ressens, plus capable de gérer le stress et plus fort face aux défis. Pas parce que tu cesses de ressentir, mais parce que tu apprends à canaliser ce que tu ressens vers quelque chose d'utile. Voilà la véritable force, non pas la froideur, mais la sagesse de diriger les émotions au lieu d'être dirigé par elles. Numéro 9. L'importance de servir la communauté. Tu n'es pas seul dans ce monde. Nous vivons en communauté, et ce que tu fais pour les autres te transforme aussi toi-même. Les stoïciens comprenaient que l'être humain n'est pas un individu isolé, mais une partie d'un tout. Marc Aurèle l'exprimait clairement, ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. Si tu vis uniquement pour toi, tu te déconnectes de la véritable essence de la vie. Servir les autres n'est pas seulement un acte de bonté, c'est aussi une voie directe vers la paix intérieure. Quand tu aides quelqu'un, que tu offres ton temps, ton énergie ou même seulement ta présence, quelque chose change en toi. Il ne s'agit pas seulement de faire le bien pour les autres, mais de la transformation que cela opère en toi. La science a confirmé ce que les stoïciens savaient déjà. Les personnes qui s'engagent dans le service communautaire présentent des niveaux de dépression plus bas et un plus grand sentiment de bien-être. Une étude menée par Post en 2005 a montré que ceux qui consacrent du temps à aider autrui expérimentent moins de stress, plus de satisfaction et une vie plus épanouie. Mais il ne s'agit pas d'attendre que le monde vienne solliciter ton aide. Il s'agit de chercher activement des occasions de servir. Tu n'as pas besoin de poser de grands gestes ni de donner des sommes énormes. Parfois, il suffit simplement d'écouter quelqu'un qui en a besoin, d'offrir une parole d'encouragement, ou de faire un petit geste sans rien attendre en retour. Servir les autres renforce ton caractère, te rend plus résilient et te connecte à quelque chose de plus grand que toi. Les stoïciens considéraient la vie comme un devoir envers la communauté. Épictète enseignait que le véritable but de l'homme est de contribuer au bien-être collectif. Si tu ne recherches que ton propre intérêt, ton existence perd de sa profondeur. Mais lorsque tu prends soin des autres, tu découvres un but qui va au-delà de ta simple survie. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que de savoir que tu as allégé le fardeau de quelqu'un, que ta présence a fait une différence, aussi minime soit-elle. Le service a aussi un puissant effet sur l'esprit. Bien souvent, nos problèmes personnels nous paraissent immenses quand nous ne pensons qu'à eux. Mais lorsque tu concentres ton énergie sur le fait d'aider les autres, ta perspective change. Prends conscience que tu n'es pas seul dans la lutte, que chacun affronte des difficultés, et cela te donne de la force. Servir les autres est une façon de s'éloigner de l'égoïsme et de cultiver l'humilité. Sénèque parlait de l'importance de la générosité. Il disait que ce que nous donnons ne nous appauvrit pas, mais nous enrichit. Quand tu aides, quand tu donnes sans attendre de récompense, tu expérimentes un sentiment de plénitude que l'égoïsme ne pourra jamais t'offrir. La vie ne consiste pas seulement en ce que tu obtiens, mais aussi en ce que tu donnes. Si tu sens que ton existence manque de sens, que la routine est devenue vide, ou que l'anxiété t'envahit, essaie de servir. Consacre du temps aux autres. Tu n'as pas besoin de changer le monde du jour au lendemain, mais tu peux faire une différence dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Un petit acte de bonté peut être le point de départ d'un changement profond, autant chez l'autre que chez toi. La véritable paix ne se trouve pas dans l'accumulation de biens ni dans la poursuite de tes seuls intérêts. Elle se trouve dans la connexion avec les autres, dans le sentiment que ta vie a du sens parce que tu as contribué à l'améliorer, ne serait-ce qu'un peu, pour quelqu'un d'autre. La communauté fait partie de ce que nous sommes. Et quand nous servons, nous nous renforçons. Non pas parce que les autres dépendent de nous, mais parce que le simple acte de donner nous transforme de l'intérieur. Numéro 10. L'autocontrôle augmente l'estime de soi. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à une provocation, chaque fois que tu décides de garder ton calme dans une situation difficile, tu deviens plus fort. L'autocontrôle ne te protège pas seulement des mauvaises décisions, il construit aussi quelque chose de bien plus important, la confiance en toi. Car au moment où tu es capable de dominer tes impulsions, tu réalises que tu as du pouvoir sur toi-même, et ce pouvoir est ce qui définit ton estime personnelle. Marc Aurèle disait, « L'homme qui domine ses passions est maître de lui-même ». Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le diriger correctement. La colère, la frustration, l'anxiété sont des émotions naturelles. Mais si tu les laisses te contrôler, tu deviens leur esclave. En revanche, lorsque tu choisis le calme, lorsque tu décides de répondre au lieu de réagir, tu réaffermis ton contrôle sur ta vie. Les recherches ont montré que l'autocontrôle est directement lié à l'estime de soi. Selon Baumesté et ses collègues, 2003, les personnes qui pratiquent l'autocontrôle non seulement réussissent davantage dans la vie, mais elles connaissent aussi une satisfaction personnelle plus grande. Cela s'explique par le fait que chaque fois que tu te prouves à toi-même que tu peux résister à une tentation, que tu peux éviter un débordement, tu renforces l'idée que tu es capable,
que tu as le contrôle sur ton esprit et sur tes actions. Imagine 2 scénarios. Dans le premier, quelqu'un te dit quelque chose qui t'irrite et tu réagis immédiatement. Tu cries, tu insultes, tu perds le contrôle. Puis, une fois le moment passé, tu te sens coupable et tu réalises que tu aurais pu mieux gérer la situation. Dans le second scénario, tu prends une respiration, tu réfléchis avant de parler, tu réponds avec intelligence au lieu de céder à la colère. Lorsque tout est terminé, tu ressens de la fierté. Tu sens que tu as été plus fort que l'émotion du moment. Cette différence, voilà ce qui définit ton estime de soi. Ce n'est pas ce que tu ressens qui compte, mais ce que tu fais de ce que tu ressens. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font ou disent, mais que nous pouvons toujours contrôler notre réponse. Et c'est là toute la clé. Chaque fois que tu affrontes une situation difficile et que tu choisis l'autocontrôle, tu entraînes ton esprit à devenir plus fort. Et plus tu pratiques, plus cela devient facile. C'est comme un muscle qui se développe à chaque répétition. Pour renforcer cette habitude, tu dois apprendre à reconnaître tes réussites. Chaque fois que tu arrives à contrôler une réaction impulsive, célèbre-le intérieurement. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre le remarque, il suffit que toi tu le reconnaisses. Accorde-toi du mérite pour chaque instant où tu as choisi le calme plutôt que l'explosion, la patience plutôt que la frustration, la discipline plutôt que la facilité. Ces moments s'accumulent, avec le temps, ils créent une version plus forte de toi-même. L'autocontrôle t'apporte aussi de la sécurité intérieure. Quand tu sais que tu ne perdras pas la tête face à n'importe quelle situation, quand tu as confiance en ta capacité à gérer ce qui arrive sans t'effondrer, tu te sens en paix. Et cette paix devient une présence que les autres perçoivent. La véritable confiance ne vient pas de l'arrogance, mais de la certitude que tu peux affronter n'importe quelle situation sans te perdre toi-même dans le processus. Sénèque disait que le plus grand pouvoir est la maîtrise de soi. Tu n'as pas besoin de contrôler les autres, seulement de contrôler la manière dont tu te présentes au monde. L'estime de soi est le fruit de cette maîtrise personnelle. Elle ne résulte pas des éloges extérieurs ni de la reconnaissance d'autrui, mais de la relation que tu entretiens avec toi-même. Et cette relation se renforce chaque fois que tu choisis l'autocontrôle plutôt que la réaction impulsive. Si tu appliques cela dans ta vie, tu commenceras à voir la différence. Tu te sentiras plus en contrôle, plus sûr de toi, plus fort. Et le plus beau, c'est que cette sécurité ne dépend de rien d'extérieur, mais uniquement de toi. La vraie confiance ne s'impose pas, elle se construit au fil de chaque petite décision d'autocontrôle que tu prends jour après jour. Numéro 11. Inspirer les autres par la calme. La véritable force ne réside pas dans le fait de crier plus fort ni de réagir avec violence à chaque problème. La véritable force, c'est de garder son calme quand tout autour de toi semble chaotique. Si tu peux rester serein alors que d'autres perdent le contrôle, tu deviens un point de repère, une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Marc Aurèle l'avait parfaitement compris lorsqu'il affirmait que « la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi ». Il n'est pas nécessaire de répondre avec la même énergie négative que celle que tu reçois. Au contraire, si tu gardes ta maîtrise, tu peux changer l'énergie d'un lieu. Les émotions sont contagieuses. Si tu entres dans un espace plein de tension, tu la ressens immédiatement. Si tu es avec une personne nerveuse ou anxieuse, son agitation peut rapidement se transmettre à toi. Mais il en va de même pour la sérénité. Lorsqu'une personne demeure calme au milieu de la tempête, sa tranquillité influence les autres. La science l'a d'ailleurs démontré. Selon la théorie du contagion émotionnel de Hatfield et son équipe, les émotions se propagent entre les individus sans même qu'ils en soient conscients. Si tu parviens à rester calme dans les moments de tension, cette sérénité s'étend à ceux qui t'entourent. Les stoïciens ne cherchaient pas uniquement leur propre bien-être, mais aussi celui de la communauté. Épictète enseignait qu'en contrôlant nos réactions, nous ne transformons pas seulement notre propre vie, mais nous aidons aussi les autres à en faire autant. Imagine une dispute où quelqu'un hausse la voix, insulte ou se laisse emporter par la colère. Si tu réponds avec la même énergie, la situation dégénère et devient incontrôlable. Mais si, au contraire, tu restes ferme sans te laisser atteindre, sans nourrir la colère de l'autre, tu changes le ton de la conversation. Ton calme désarme l'agression, car l'autre n'a plus rien contre quoi se battre. Cela ne signifie pas qu'il faille se laisser piétiner ou abandonner ses valeurs. Cela signifie simplement que tu choisis la façon de répondre, sans te laisser emporter par l'émotion du moment. Quand tu apprends à contrôler tes impulsions, à réfléchir avant d'agir, tu remarques vite que les autres réagissent différemment à ton égard. Ton attitude transforme l'atmosphère autour de toi. Sois un modèle. N'essaie pas de convaincre uniquement par tes mots, mais surtout par tes actions. Si, en pleine crise, tu restes serein. Si, en pleine dispute, tu gardes ta maîtrise. Si, en période de stress, tu refuses de céder à l'anxiété, les gens autour de toi le remarqueront. Même s'ils ne le disent pas à voix haute, ils se sentiront inspirés par ta manière d'affronter les difficultés. Le calme n'est pas une faiblesse. Bien au contraire,
il s'agit de l'une des plus grandes preuves de force intérieure. Tout le monde peut crier, tout le monde peut réagir sans réfléchir. Mais il faut une véritable discipline pour demeurer en paix lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. Sénèque affirmait que c'est dans l'adversité que se révèle le vrai caractère d'un homme. Non pas dans les bons moments, mais dans les épreuves difficiles, là où tu montres réellement qui tu es. En appliquant ce principe dans ta vie, tu constateras rapidement des changements. Les gens auront plus confiance en toi, car ils sauront que tu n'es pas une personne qui se laisse emporter par l'émotion du moment. Dans les moments de crise, ils viendront chercher ton avis, car ils reconnaîtront ta capacité à voir les choses avec clarté. Ta famille, tes amis, tes collègues, tous seront influencés par ton calme. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un de changer. Tu n'as pas besoin de prononcer des discours sur l'autocontrôle. Il te suffit d'en être l'exemple. En agissant ainsi, sans même t'en rendre compte, tu inspires les autres à faire de même. Et lorsque tu réussiras cela, tu réaliseras que non seulement ta vie a changé, mais aussi l'énergie du monde qui t'entoure. Numéro 12. Parler avec bienveillance à soi-même. Ce que tu te dis à toi-même importe plus que tu ne le crois. La voix dans ta tête peut être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. Si chaque jour tu te parles avec mépris, en te répétant que tu n'es pas assez bon, que tu ne peux pas, que tu échoueras toujours, tu finiras par le croire. Mais si tu commences à te traiter avec gentillesse, si tu choisis des mots qui te renforcent plutôt que de t'affaiblir, ton esprit commencera à travailler pour toi. Marc Aurèle l'a dit clairement, tu es ce que tu penses. Et si ce que tu penses de toi-même est négatif, il te sera difficile d'atteindre quoi que ce soit dans la vie. Les stoïciens savaient que l'esprit est l'outil le plus puissant que nous possédons. Mais c'est aussi le plus dangereux si nous ne l'entraînons pas. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Il en va de même pour notre perception de nous-mêmes. Ce n'est pas ce que nous sommes qui nous définit, mais ce que nous croyons être. Et si tu te répètes constamment que tu n'es pas suffisant, que tu échoues toujours, que tu n'atteindras jamais tes objectifs, tu te conditionnes au désastre. La science a démontré que l'autocompassion a un impact profond sur la résilience émotionnelle. Selon les études de la NEF en 2003, les personnes qui pratiquent l'autocompassion présentent moins d'anxiété, moins de stress et une plus grande capacité à surmonter les difficultés. La raison est simple, quand tu te parles avec gentillesse, quand tu choisis de t'encourager plutôt que de te punir pour une erreur, tu crées un environnement favorable à la croissance personnelle. Pense à la manière dont tu parlerais à un ami traversant une période difficile. Lui dirais-tu qu'il est un échec, qu'il est irrécupérable, qu'il n'y arrivera jamais? Probablement pas. Tu le soutiendrais, l'encouragerais à persévérer et lui rappellerais ses forces. Pourtant, envers nous-mêmes, nous sommes souvent impitoyables. Nous nous punissons pour chaque erreur, nous nous répétons que nous ne sommes pas à la hauteur et nous nous concentrons uniquement sur le négatif. Le dialogue intérieur est une habitude, et comme toute habitude, il peut être modifié. Chaque fois que tu remarques une pensée négative sur toi-même, fais une pause et remets-la en question. Est-ce vraiment vrai ce que tu penses? Te parlerais-tu ainsi si tu étais quelqu'un d'autre? Remplace ces phrases destructrices par des affirmations qui te permettent de grandir. Au lieu de dire « je rate toujours », dis « j'apprends ». Au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », dis « je m'améliore chaque jour ». Il ne s'agit pas de se mentir, mais d'entraîner ton esprit à voir les choses avec plus d'équilibre. Sénèque parlait de l'importance de la modération dans la pensée. Ni exagérer nos défauts, ni ignorer nos erreurs, mais se voir avec objectivité. Si tu commets une erreur, ne te punis pas. Analyse-la, apprends d'elle et avance. L'autocompassion n'est pas de l'auto-indulgence. Il ne s'agit pas d'excuser les erreurs, mais de comprendre qu'elles font partie du processus et que se punir pour elles ne te rendra pas meilleur. Se parler avec bienveillance ne signifie pas que tout deviendra facile. Les défis persisteront, les difficultés ne disparaîtront pas, mais la différence est qu'au lieu de te saboter toi-même, tu te donnes le soutien nécessaire pour les affronter. Quand tu crois en toi et que tu te traites avec respect, tu affrontes la vie avec plus de confiance. Et la confiance n'est pas un don que quelqu'un t'offre, c'est le résultat de la manière dont tu te parles chaque jour. Si tu commences à pratiquer cela, tu verras un changement. L'anxiété diminuera, les échecs ne te frapperont plus aussi fort, et tu te sentiras plus heureux. Si tu te traites avec respect, tu fais face à la vie avec plus de confiance. Prends le contrôle de ta vie, car lorsque tu deviens ton meilleur allié au lieu de ton pire critique, tout obstacle devient plus facile à surmonter. Et au final, c'est cela qui compte vraiment, ne pas être parfait, mais être quelqu'un qui se relève encore et encore avec la certitude qu'il mérite de continuer à avancer. Numéro 13. Connaître et gérer ses propres déclencheurs émotionnels. On ne peut pas contrôler ce que l'on ne comprend pas. Si tu ne sais pas ce qui te déclenche, si tu n'es pas conscient des choses qui te font perdre ton équilibre, alors tu es à la merci de tes émotions. Chaque fois que quelque chose te dérange, te frustre ou te fait perdre le contrôle, tu as tendance à croire que c'est la faute du monde extérieur,
de la personne qui t'a dit quelque chose ou de la situation qui ne s'est pas déroulée comme tu le voulais. Mais la réalité est que ce qui nous affecte le plus, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais ce qu'il signifie pour nous. C'est là que réside le véritable pouvoir de la connaissance de soi. Si tu identifies ce qui te déclenche, tu peux le gérer avec intelligence au lieu de réagir sans contrôle. Marc Aurèle le comprenait parfaitement. Il écrivait dans son journal pour analyser ses émotions et comprendre d'où venaient ses réactions. Car lorsque l'on sait pourquoi quelque chose nous affecte, on peut choisir comment y répondre. Épictète le disait clairement, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation de celles-ci. Mais pour changer cette interprétation, il faut d'abord la connaître. Des études en psychologie ont démontré que la capacité à identifier ses propres déclencheurs émotionnels améliore la régulation émotionnelle. Les recherches de Barrett et de son équipe en 2001 montrent que lorsque les individus peuvent reconnaître des schémas dans leurs réactions émotionnelles, ils exercent un meilleur contrôle sur celles-ci et connaissent moins de stress dans leur vie. Il ne s'agit pas d'éviter de ressentir, mais d'être conscient de pourquoi l'on ressent ce que l'on ressent et, à partir de là, de prendre de meilleures décisions. Pense à la dernière fois où tu as perdu le contrôle. Qu'est-ce qui t'a réellement déclenché? Pas l'excuse superficielle, mais la véritable raison derrière ta réaction. Peut-être quelqu'un a fait un commentaire qui t'a dérangé. Qu'est-ce qui t'a vraiment dérangé? En creusant, tu réaliseras que ce qui t'a affecté n'était pas tant ces paroles que l'insécurité qu'elles ont éveillée en toi. Ou peut-être une situation t'a frustré, mais la véritable raison était qu'elle te rappelait un événement du passé jamais résolu. Pour connaître tes déclencheurs émotionnels, il faut observer, et l'une des méthodes les plus efficaces est de tenir un journal émotionnel. Chaque fois que quelque chose te fait réagir, note-le. Si tu ne le fais pas encore, commence dès maintenant. Écris ce qui s'est passé, comment tu t'es senti et pourquoi tu crois avoir réagi ainsi. Non pas pour te punir, mais pour te comprendre. Avec le temps, tu commenceras à remarquer des schémas. Tu verras qu'il y a certaines situations, certaines paroles, certains scénarios qui se répètent. Et quand tu les reconnaîtras, tu auras la possibilité de t'y préparer pour l'avenir. Le véritable contrôle ne consiste pas à éviter que les événements nous affectent, mais à apprendre à gérer ce que l'on ressent quand ils nous touchent. Les stoïciens n'étaient pas des personnes froides ignorant leurs émotions. Ils comprenaient que, pour être libre, il fallait d'abord se connaître soi-même. Sénèque disait que l'on ne peut pas échapper à ce que l'on ne comprend pas, et cela s'applique parfaitement à nos émotions. Si chaque fois que tu te mets en colère, tu réagis sans réfléchir, tu resteras coincé dans ce cycle. Mais si tu commences à te demander, pourquoi cela m'affecte-t-il autant, tu reprends peu à peu le pouvoir sur toi-même. Une fois que tu identifies tes déclencheurs, tu peux travailler à changer ta réponse. Si tu sais qu'une situation spécifique te perturbe, prépare-toi à y faire face. Si certains commentaires te blessent parce qu'ils touchent une insécurité, pense à renforcer cette partie de toi. Si tu comprends qu'il y a des schémas dans tes réactions, tu peux anticiper et agir différemment. Lorsque tu y parviens, tout change. Tu n'es plus une marionnette de tes émotions. Tu ne vis plus en réagissant sans réfléchir. Au lieu de laisser le monde extérieur dicter comment tu te sens, c'est toi qui prends le contrôle. Cela ne signifie pas que tu ne te mettras jamais en colère ou frustré, mais cela signifie que lorsque cela arrive, tu auras la capacité de gérer tes émotions avec clarté et non avec impulsivité. Et c'est cela la véritable liberté, non pas celle d'un monde sans problème, mais celle d'un esprit qui sait comment les affronter. Numéro 14. Acceptation radicale et nature de la réalité. La vie n'est pas comme nous voulons qu'elle soit, elle est comme elle est. Tu peux te plaindre, résister, souhaiter que les choses soient différentes, mais rien de tout cela ne change la réalité. Marc Aurèle le comprenait parfaitement lorsqu'il disait, si quelque chose provenant de l'extérieur te fait mal, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais ton jugement à ce sujet, et tu peux révoquer ce jugement à tout moment. La résistance à la réalité ne génère que de la souffrance, tandis que l'acceptation radicale nous libère. Accepter ne signifie pas se rendre ni se résigner, mais cesser de gaspiller son énergie à lutter contre l'inévitable. La pluie tombe, le trafic existe, les gens déçoivent, les plans échouent. Tu peux perdre des heures de ta vie à te fâcher pour ce que tu ne peux pas changer. La résistance à la réalité ne fait qu'amplifier la souffrance, alors que l'acceptation radicale constitue la base de la véritable force mentale. Les études en psychologie ont démontré que l'acceptation radicale est l'un des outils les plus puissants pour réduire le stress et l'anxiété. Selon les recherches de Marshall Inand en 1993, lorsque nous cessons de lutter contre la réalité et que nous l'acceptons telle qu'elle est, notre souffrance diminue. Non pas parce que la situation change, mais parce que notre relation à cette situation change. Au lieu de gaspiller de l'énergie sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous la dirigeons vers ce que nous pouvons réellement faire. Pense à une situation où quelque chose ne s'est pas déroulé comme tu l'espérais. Peut-être qu'un plan important a échoué, que quelqu'un t'a traité injustement, ou que tu as rencontré un obstacle inattendu. La réaction la plus fréquente est la frustration, la colère, le sentiment d'impuissance.
mais que cela change-t-il? La situation reste la même. Maintenant, imagine que, au lieu de résister, tu choisis d'accepter. Tu respires, tu reconnais que les choses sont telles qu'elles sont. Et au lieu de rester coincé dans la frustration, tu réfléchis à ce que tu peux faire maintenant. Voilà la différence entre souffrir et être libre. Épictète nous enseignait qu'il n'y a que deux types de choses dans la vie, celles que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas. Tout ce qui ne dépend pas de toi, ce que font les autres, ce qui se passe dans le monde, le passé ne mérite pas ta résistance, mais ton acceptation. En revanche, ce que tu peux contrôler, ton attitude, tes actions, tes pensées, est là où doit se concentrer ton attention. L'acceptation radicale consiste à cesser de gaspiller de l'énergie sur ce que tu ne peux pas changer et à te concentrer sur ce que tu peux réellement faire. La prochaine fois que quelque chose ne se déroule pas comme prévu, observe ta réaction. Te résistes-tu? Te mets-tu en colère? Essaies-tu de forcer quelque chose qui est hors de ton contrôle? À ce moment-là, fais une pause et répète dans ton esprit, c'est ce qui est. Cela ne signifie pas que la situation te plaise, ni que tu ne feras rien à ce sujet, mais cela signifie que tu cesseras de lutter contre la réalité. Et à cet instant, tu ressentiras un soulagement. La charge de la résistance disparaît. L'acceptation radicale ne concerne pas seulement les grandes tragédies, mais aussi le quotidien. La file d'attente au supermarché, le commentaire désagréable de quelqu'un, un plan qui est annulé. Ce sont de petites choses qui nous volent souvent la paix, mais seulement parce que nous résistons. Si, au lieu de lutter contre la vie, tu apprends à couler avec elle, tu découvriras que le calme est à portée de ton propre esprit. Sénèque disait, nous ne souffrons pas à cause des événements de la vie, mais à cause de notre opinion à leur sujet. Cela signifie que la majeure partie de notre souffrance est optionnelle. Non pas parce que la vie est facile, mais parce que bien souvent, nous nous compliquons inutilement la vie en rejetant ce qui est simplement. Lorsque tu acceptes radicalement la réalité, tu deviens plus serein, plus résistant, plus capable d'agir avec intelligence. Au lieu de rester coincé dans la frustration, tu n'épuises pas ton énergie sur l'impossible, tu l'investis dans ce que tu peux réellement changer. Et là, dans ce changement de focus, tu trouves la véritable liberté. Numéro 15. L'importance de prendre la responsabilité totale de ses émotions. Personne ne peut te faire ressentir quelque chose sans ton accord. Ce n'est pas les autres, ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas le destin qui détermine comment tu te sens. C'est toi. À travers l'interprétation que tu fais de chaque événement, c'est toi qui génères tes propres émotions. Marc Aurèle l'a dit clairement, si quelque chose provenant de l'extérieur te perturbe, ce n'est pas l'événement en lui-même qui te trouble, mais ton opinion à son sujet. Le problème est que la plupart des gens vivent en croyant que leurs émotions sont la responsabilité des autres. Ils disent, il m'a mis en colère, il m'a gâché la journée, il m'a fait sentir mal. Si tu analyses cela, tu réaliseras que personne n'a ce pouvoir sur toi. Ce qui se passe, c'est que tu interprètes leurs paroles ou actions d'une certaine manière, et à partir de là, tu génères une réaction émotionnelle. C'est ton esprit qui choisit de donner un sens aux événements. Et si tu peux choisir le sens que tu leur donnes, alors tu peux choisir comment te sentir. La science confirme ce que les stoïciens savaient depuis des siècles. Selon des études en psychothérapie, comme celle de Marshall Innan en 1993, lorsque les personnes prennent la responsabilité totale de leurs émotions, elles réduisent leur souffrance et augmentent leur résilience. La raison est simple, lorsque tu cesses de blâmer les autres pour ce que tu ressens, tu reprends le contrôle. Si quelqu'un d'autre était responsable de tes émotions, alors tu serais son prisonnier. Mais si c'est toi qui décides comment réagir, tu te libères. Épictète enseignait qu'il existe deux types de choses dans la vie, celles que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux contrôler ta réponse. Tu ne peux pas éviter que des difficultés surviennent, mais tu peux décider comment les affronter. La clé est de comprendre que tout ce que tu ressens naît à l'intérieur de toi, et non à l'extérieur. Et si quelque chose naît en toi, tu as le pouvoir de le gérer. Lorsque tu ressens une émotion négative, fais une pause. Ne réagis pas immédiatement. Demande-toi, pourquoi est-ce que je ressens cela? Ne te concentre pas sur la personne ou la situation, mais sur ce que toi tu es en train d'interpréter. Peut-être que quelqu'un t'a critiqué et que tu t'es mis en colère. Mais que signifie cette critique pour toi? A-t-elle réellement du pouvoir sur toi, ou es-tu celui qui lui donne ce pouvoir? Si tu apprends à questionner ta réaction, tu te rendras compte que bien souvent, le problème n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Il en va de même pour les émotions. Ce n'est pas que la vie soit injuste ou que les autres soient cruels, mais souvent, nous n'osons pas prendre le contrôle de la façon dont nous interprétons ce qui se passe. Nous préférons blâmer le monde plutôt que d'assumer la responsabilité de ce que nous ressentons. Lorsque tu prends le contrôle de tes émotions, tout change.
Cela ne signifie pas que tu ne te sentiras jamais triste, en colère ou frustré, mais que tu cesseras d'être esclave de ces sentiments. Tu apprendras à les voir pour ce qu'ils sont, des réactions internes que tu peux modifier si tu travailles sur ta manière de penser. Ce n'est pas un processus facile. Il requiert pratique, discipline et conscience de soi. Mais chaque fois que tu parviens à contrôler une réaction, chaque fois que tu choisis de répondre plutôt que de réagir, tu renforces ton esprit. Tu crées une mentalité invincible, une mentalité qui ne dépend pas de l'extérieur pour être en paix. Lorsque quelqu'un tente de te provoquer, au lieu de réagir, souris et pense, ce n'est pas toi qui décides comment je me sens. C'est moi. Et à cet instant, tu te rendras compte que tu as gagné quelque chose d'inestimable, la liberté émotionnelle. Car la véritable force ne consiste pas à dominer les autres, mais à se dominer soi-même. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es engagé dans ton changement. Tout le monde n'atteint pas la fin. Seuls ceux qui veulent vraiment entraîner leur esprit et prendre le contrôle de leurs émotions y parviennent. Alors, pour réaffirmer cet engagement, écris à nouveau dans les commentaires. Je suis le maître de mes émotions, je n'en suis pas la victime. Je suis stoïcien. Fais-le avec intention, car en le répétant, ton subconscient l'intégrera encore plus. Chaque fois que tu écris cela, tu renforces ta mentalité et fais un pas de plus vers la personne que tu veux devenir. Continue à avancer.